C'est Ouais. Yes, we can. ¡Que viva el pueblo gozo! ¡Que viva el gozo! I have a dream. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue pendant le 20h, l'actualité vue par la culture. L'élection présidentielle a placé l'Union européenne au cœur des débats et le dernier discours d'Emmanuel Macron en Grèce avait pour objectif de ranimer la flamme européenne. Existe-t-il réellement une culture européenne? Nous en débattons avec Serena Talamogne et Sébastien Pisani, suivi du décryptage, l'idée européenne et la culture avec Marie-Josée Arriguet-Landine et Xavier Affre. Bonsoir Serena Talamogne, doctorante, chroniqueuse sur RCFM. Bonsoir Sébastien Pisani, journaliste pour Corse Matin. L'Europe a depuis toujours favorisé la dimension économique dans sa construction. Traité de libres-échanges, grand marché à monnaie unique, la place de la culture, du fait culturel des pays membres dans sa construction est-elle suffisamment importante, Sébastien ? À ce désenchantement européen, vous l'avez bien exprimé, effectivement, ce poids considérable de l'économie dans la construction européenne peut laisser aujourd'hui la sensation d'avoir une Europe essentiellement économique, avec un certain nombre de domaines, la culture, bien évidemment, c'est ce qui nous préoccupe ce soir, on pourrait parler aussi du social, complètement à la traîne. Il y a des raisons historiques, évidemment qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, sans doute fallait-il reconstruire cette fameuse Europe, et l'économie, on comprend qu'elle ait eu une place importante, mais il est évident que la culture a été laissée de côté beaucoup trop longtemps. Finalement, il a fallu attendre le traité de Maastricht en 1992 pour que véritablement le champ culturel soit noté, clarifié dans un texte important de traité. Donc c'est évidemment arrivé beaucoup trop tard. Alors justement, puisque vous évoquez le traité de Maastricht, ces quelques mots qui évoquent la culture, l'article 151 alinéa 4 du traité de Maastricht donc, dispose que la communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions du présent traité, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ces cultures. La langue, d'une grande clarté, la sémantique européenne, la langue des commissions successives européennes, c'est toujours un plaisir. Serena. D'autres dispositions, ça veut dire que c'est clairement pas une priorité. Ça n'a pas été une priorité dès le début. D'ailleurs, on prête à Jean Monnet la fameuse phrase « Si c'était à refaire, je commencerai par la culture ». Alors apparemment, il n'aurait jamais dit ça. Mais ça veut bien dire qu'on a une certaine vision de l'Europe à l'heure d'aujourd'hui où la culture n'en fait pas partie. Et même après Maastricht, en fait, ça n'en fait pas partie. Jusqu'au traité de Lisbonne où on supprime la possibilité d'insérer les symboles. Les symboles, c'était quand même important. Et voilà. Donc bon, encore à l'heure d'aujourd'hui, à part quelques exceptions, comme le programme Erasmus notamment, la culture, c'est clairement pas une priorité. Et nous évoquerons le programme Erasmus, notamment dans la seconde partie de l'émission, avec notre cinéphile et historien Xavier Affre. Une Europe des cultures avec un imaginaire commun, un socle de connaissances commun, selon vous, doit-elle être favorisée dans chaque pays membre ? C'est très compliqué, cette notion d'imaginaire commun, parce que je pense qu'effectivement, les Européens partagent un certain nombre de choses. D'abord, il faudrait savoir de quelle Europe on parle. Est-ce de l'Europe géographique, de l'Europe politique, celle de l'Union européenne? C'est un petit peu compliqué. Déjà, il faut préciser le champ. Il y a des références communes, je le crois. Des références qui sont notamment historiques. Tiens, Serena, qui est universitaire, l'université, c'est quand même un fait marquant de cette Europe avec, lors du Moyen-Âge, ces différentes universités qui ont ouvert. J'en discutais tout à l'heure avec Marie-Jo. L'opéra également, c'est quand même aussi un marqueur. Ça, l'opéra est né en particulier en Europe. On a quand même des choses que l'on peut partager. Mais ensuite, soyons très clairs, chaque État membre, disiez-vous, a effectivement sa propre culture, mais ça va au-delà de ça. On n'est même plus au niveau national, c'est au niveau même régional, parce qu'au sein de chaque État membre, et je crois qu'on est bien placé pour en parler en Corse, il y a des cultures également. Donc c'est cet ensemble finalement qui, à un moment donné, doit créer une dynamique commune.
Oui, l'imaginaire des territoires qui ont des spécificités n'est pas incompatible avec un imaginaire, à mon avis, européen. Au contraire, c'est un enrichissement. Puis il y a quand même une culture, une histoire commune avec l'Antiquité gréco-romaine. On retrouve des vestiges partout en Europe, avec le christianisme et avec les Lumières aussi. Je pense trois points essentiels. Et aujourd'hui, c'est vrai que on a cette histoire et donc forcément un imaginaire commun, mais il n'est pas du tout mis en valeur. En fait, on s'en rend pas compte. Tout ce qu'on voit, c'est les différences c'est sur les différences qu'on insiste aujourd'hui plus que sur ce qui nous rassemble en fait et ce qui fait de nous des Européens. Vous savez, moi, il y a quelque chose qui me fascine assez parce que vous entendez dans ce type de débat souvent la notion de racines qui est évoquée. Les racines, quelles sont les racines de cette Europe ? Et je trouve qu'en fait, on ne regarde pas dans la bonne direction. Vous savez, il y a ce côté très vertical qui nous amène finalement à quelque chose de très nombriliste. Chaque État membre se demande comment il peut se positionner par rapport à ce qui seraient nos racines communes. Moi, je trouve que c'est l'horizontalité qui est intéressant, un peu à l'image de ces fleuves qui traversent l'Europe. À un moment donné, il faut aller vers l'autre. Ça, je crois que ça va dans le sens de ce que vous disiez, c'est être en mesure de saisir ce qui fait à la fois sa spécificité sur un plan historique, sur un plan culturel au sens large, mais ce qui nous rassemble également. Alors, juste pour préciser, parce que Sébastien, vous m'interpelliez pour demander des précisions sur l'Europe. De quelle Europe parlons-nous? Quelques chiffres, et ça va répondre au questionnement de Sébastien. Son marché unique, 28 pays. L'Union européenne est l'une des principales puissances commerciales mondiales. Oui, je sais, on parle d'économie, mais on n'oppose pas l'économie et la culture. L'Union européenne couvre plus de 4 millions de kilomètres carrés. Elle compte près de 500 millions d'habitants, ce qui la place au 3e rang mondial. Derrière, évidemment, la Chine et l'Inde. Et le PIB de l'UE, en 2015, ce sont les derniers chiffres, il est de plus 18 milliards d'euros. C'est de cette Europe-là que l'on parle, Sébastien. Oui, eh bien, dans ce PIB, il y a aussi des données qui correspondent à la place de la culture, parce que la culture, c'est bien évidemment la création, mais c'est aussi de l'économie. Et alors, comme je savais que vous alliez m'emmener sur ce terrain-là, j'avais préparé 2-3 chiffres quand même à vous opposer. Les industries culturelles sont des chiffres qui datent de 2014. Malheureusement, je n'ai pas réussi à trouver plus récent. Industrie culturelle et créative, alors au sens large, ça concerne aussi bien le livre que la publicité. Oui, la publicité rentre dans ces industries culturelles, en passant par les arts visuels, le spectacle vivant. Ça représente en 2014 536 milliards d'euros, c'est-à-dire 4,2% du PIB dont vous nous parliez. Ça emploie plus de 7 millions de personnes. C'est-à-dire que c'est le troisième, ce champ culturel est le troisième employeur en Europe. Alors vous voyez quand même que, effectivement, alors après il faut que ces industries culturelles parviennent aussi à converger, et je crois que au sein de l'Union européenne, il y a un certain nombre de dispositifs. Alors souvent aussi, on parle de choses qu'on ne connaît pas nécessairement très très bien. Moi, en préparant cette émission, j'ai découvert tout un tas de structures qui, en Europe, effectivement, favorisent la création, essaient de créer des réseaux aussi entre créateurs. Les suprastructures bruxelliennes, c'est ça, les sous-marins. Alors, si l'on évoque, Sérène, si l'on évoque la diversité des cultures, l'idée, une ambition en tout cas, je vais le dire ainsi, vous me contredirez peut-être, l'ambition d'une culture commune. Est-ce que l'on peut évoquer une identité culturelle ? À l'heure d'aujourd'hui, alors ça dépend de quelle Europe on parle. Si on parle de l'Union européenne, à mon avis, non, pour l'instant. Après, l'Europe, c'est pas que ça. Il y a aussi notamment le Conseil de l'Europe, l'Europe des 47. Donc déjà, on n'est même plus sur le même espace géographique. Et il y a tout ce dont on parlait tout à l'heure, l'Europe historique. Moi, je pense qu'il existe une identité européenne, mais qu'elle n'est pas mise en valeur à l'heure d'aujourd'hui, qu'elle n'est pas... Bon, même si effectivement, c'est vrai qu'au niveau de la création, il y a beaucoup d'activités qui ne pourraient pas exister aujourd'hui sans le soutien de l'Europe. Mais ça n'a pas créé une véritable identité à l'heure d'aujourd'hui. Il y a toute l'histoire, mais aujourd'hui, est-ce que les gens se sentent européens ? Je ne crois pas. Enfin, dans la majorité des cas, mais pourquoi selon vous ? Parce que c'est l'économie qui a été préférée à la dimension plus politique, plus universaliste, ou il y a d'autres explications ? Est-ce que c'est parce que l'économie est primordiale dans la construction européenne ? On a donné quelques chiffres. Oui, je pense en grande partie, parce que l'économie et les critères aussi appliqués ont divisé plus qu'uni les peuples, parce qu'il a fallu atteindre des choses qui ne sont pas du tout atteintes encore à l'heure d'aujourd'hui, mais du coup, ça a mis en difficulté certains peuples par rapport à d'autres, et là, forcément, on accentue les différences, et du coup, l'Europe, ça devient plus en fait que la répression, que. C'est l'image qu'on peut avoir. Vous avez raison. Si on prend l'exemple de la Grèce, je disais, le président de la République Emmanuel Macron a fait un discours
En Grèce, je vous vois opiner c'est l'exemple le plus terrible, à mon sens, de la politique européenne de ces dernières années. Oui. Quoi. Le fait qu'on ait laissé ce pays, on a fait quelques émissions là-dessus l'an dernier, totalement dérivé. Autre enjeu important pour tisser cette conversation et ce lien que nous voulons essayer de mettre en place avec l'Europe, est-ce que selon vous, c'est un enjeu un nouvel enjeu de civilisation, cette idée d'une Europe culturelle, d'une Europe respectueuse de la diversité des identités, des cultures. Est-ce que c'est un enjeu de civilisation aujourd'hui au XXIe siècle ? Oui, pour moi, oui, parce que c'est justement la civilisation, la culture face au tout marché, tout économique, en fait. Donc, pour moi, oui. Non, là où pour moi il y a un enjeu, c'est que la culture est notamment un vecteur formidable pour créer du dialogue, de l'échange, de la compréhension aussi vis-à-vis d'interlocuteurs qui ont peut-être d'autres références. Et ça nous amène, parce que ça peut paraître très théorique comme ça, mais ça nous amène à des choses excessivement pratiques. On en a discuté tout à l'heure, la question de la crise des réfugiés pour moi, mais c'est éclatant. Incapacité politique et de façon pragmatique également de l'Europe à résoudre ce problème. Hein. C'est un exemple concret. Hein. Oui, et je pense avec... vécu par certaines parties du continent européen, la sensation que d'autres ne jouent pas le jeu, sont dans des égoïsmes terrifiants. Et puis dans ces mêmes pays que l'on désigne comme égoïstes, il y a aussi une réalité vécue et qui mérite aussi d'être comprise. Alors, je dis pas que la culture, c'est cette baguette magique qui permet à tout le monde de se parler exactement en utilisant les mêmes mots, mais en tout cas, ça peut y contribuer. Et c'est en ça peut-être qu'il y a un enjeu civilisationnel, je ne sais pas, mais un enjeu très fort, ça c'est certain. Un enjeu également pour la Corse ? Oui, alors je voudrais juste rebondir sur les réfugiés. À mon avis, la crise des réfugiés et également ce qui se passe en Grèce et le comportement de l'Europe, l'absence de solidarité, c'est parce qu'aujourd'hui on est dans une crise non seulement économique qui crée effectivement des difficultés, mais à mon avis une crise morale. C'est-à-dire que les fondements, c'est plus que c'est, parce que les droits de l'homme, c'est censé être quand même un des fondements de l'Europe. Or, on voit comment les États se comportent à l'égard des réfugiés. On voit comment ils se sont comportés, comment les institutions de l'Union européenne se sont comportées à l'égard de la Grèce. Enfin, quand même, la Grèce, si vraiment on avait un peu de mémoire, voilà. Donc, je pense que c'est vraiment une crise qui aujourd'hui est morale avant tout. Enfin, tout est lié, mais bon. Concernant la Corse, moi, je pense qu'elle peut avoir une place en Europe. Elle a une place en Europe déjà parce que quand je parlais tout à l'heure des 3 piliers, Antiquité gréco-romaine, christianisme et lumière, la Corse, elle est en plein dedans. Elle a été en plein dedans historiquement. Donc, elle est, à mon avis, profondément européenne dans sa construction même, en fait. Et méditerranéenne aussi, n'oublions pas. C'est vrai que c'est un enjeu aussi pour l'Europe, la Méditerranée. Bien sûr. Et puis... cette Union européenne, elle propose, la devise, c'est l'unité dans la diversité. Il y a un domaine où cette diversité est reconnue et on cherche même à la protéger, voire à la promouvoir, c'est le domaine de la langue. Alors là, ça nous amène à une question assez intéressante, puisqu'il existe une charte européenne des langues régionales ou minoritaires que la France n'a toujours pas ratifiée, n'est-ce pas, comme on le sait. Mais donc on voit que l'Europe a aussi la possibilité parfois de créer des mouvements qu'il serait bon que certains États membres suivent. Alors nous avons parlé d'Europe, nous avons parlé de culture, nous avons parlé d'identité. Sébastien, faites-nous le plaisir de donner aux téléspectateurs de France 3 Corse Viastel le nom du commissaire européen à la culture. Tibor Navracsics. Alors c'est vrai que quand on a préparé cette émission, ce nom que je crois absolument personne ne connaît, il est hongrois, n'est-ce pas ? Eh bien voilà, ça participe, c'est particulier, un commissaire européen, c'est pas un ministre, mais ça participe du fait que cette culture européenne, je trouve, elle n'est pas incarnée. Et personne ne connaît le visage de ce bon Tibor. Et je crois qu'on vient même de découvrir son nom il y a quelques minutes de ça avant de commencer l'émission. Vous avez 40 secondes pour résumer votre pensée et donner vos arguments. Existe-t-il une culture européenne ? Sérène, c'est avec vous que je commence. Alors oui, il existe une culture européenne, mais pas de l'Union européenne à mon avis. Et l'Union européenne, si elle veut subsister, si elle veut retrouver un dynamisme, elle a tout intérêt à développer sa culture, son identité à travers différents moyens, notamment les échanges culturels, à mon avis. C'est essentiel, les échanges culturels, dans votre vision. Pour moi, oui. Moi, j'ai fait le programme Erasmus et effectivement, non, mais c'est vrai, ça change la vision de l'Europe, vraiment, réellement. Donc...
Sébastien, je le répète, on va l'évoquer, Erasmus, avec notre cinéphile Xavier Affre. Et vous pourrez rebondir, donner votre expérience du vécu sur le terrain. Sébastien. On dit souvent d'ailleurs qu'on se sent d'autant plus européen qu'on est à l'étranger. Hein, ça, c'est une donnée qui est assez marquante. Je rejoins en partie Sérène. C'est évident que les références européennes, elles se trouvent plutôt, celles que nous partageons, au niveau d'un continent plus que d'une structure qui serait l'Union européenne. Il n'en reste pas moins que je crois que l'Union européenne, j'espère enfin, en tout cas que ses dirigeants vont être en mesure de comprendre le plus rapidement possible qu'il est important effectivement qu'elle se dote également de moyens qui soient peut-être plus visibles, plus performants, parce que je crois véritablement que c'est dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres, la culture qui constitue non pas la clé qui apporte toutes les solutions, mais en tout cas qui peut favoriser les dialogues, et là il y a un vrai bel enjeu. Alors poursuivons notre conversation comme nous le faisons chaque soir avec une seconde partie et un décryptage culturel. L'idée européenne, c'est d'évoquer les liens entre les peuples, les langues, les pays. Quand l'histoire de l'art et le cinéma interpellent les consciences, c'est notre décryptage culture. Nous en rejoint l'éditrice et journaliste Marie-Josée Harry-Landine et l'historien et cinéphile Xavier Affre. Bonsoir à vous. Bonsoir. Marie-Jo, nous commençons avec vous. Au début du XXe siècle, en Europe, l'effervescence culturelle a révolutionné l'histoire de l'art. Mais tout à fait, tout à fait. Une culture européenne, en tout cas, l'Europe, berceau de la culture, ça c'est tout à fait vrai. Oui, le début du XXe siècle, il y a vraiment une énorme effervescence artistique, en peinture, en sculpture, en poésie, en littérature. Et c'est le moment, en fait, où les artistes de toute l'Europe se rejoignent dans les grandes métropoles européennes. Et il y a une vraie effervescence culturelle à Vienne, à Moscou, parce que c'est une Europe un petit peu large, à Berlin, à Londres, mais surtout à Paris. Paris, c'est vraiment la capitale des arts pendant assez longtemps. Et il y a deux lieux emblématiques à Paris que l'on connaît bien, le Bateau Lavoir et la Ruche. Alors, la Ruche, par exemple, va accueillir... C'est une résidence, en fait, qui a été créée, la Ruche, pour héberger les jeunes artistes sans ressources. Puisque quand vous arrivez de loin, vous n'avez pas toujours... Il n'y a pas encore le programme Erasmus, vous n'avez pas encore toujours des ressources qui sont tout à fait évidentes. Et à la Ruche, on va retrouver des sculpteurs, par exemple, comme Brancusi. Brancusi, il est d'origine roumaine. C'est ce sculpteur, vous savez, dont on a reconstitué l'atelier sur le parvis de Beaubourg. On va trouver Chagall, Marc Chagall, qui est russe, qui aura plus tard la charge de l'Opéra Garnier. On va retrouver Modigliani avec ses portraits assez atypiques que vous connaissez, puisque c'est un authentique Modigliani qui serait dans le dos de Jean Gabin dans le film Le Tatoué. Et puis aussi, évidemment, Soutine, qui est russe et qui est un grand personnage de l'expressionnisme russe. Oui, c'est ça, de l'expressionnisme russe. Tous ces gens se retrouvent à Paris. Au Bateau Lavoir, on rencontre aussi des gens comme Picasso, quand même, espagnol, on le sait, Van Gogh, néerlandais, Juan Gris, espagnol. Enfin, voilà, il y a vraiment une effervescence terrible. Et il y a aussi des échanges qui se font entre toutes les capitales, si vous voulez, européennes. Et finalement, les grands mouvements vont naître un peu partout. Donc, sur la France, j'en rappelle quelques-uns, fauvisme, cubisme, dadaïsme, surréalisme, le futurisme en Italie, le suprématisme en Russie, l'expressionnisme en Allemagne, l'abstraction lyrique avec quelqu'un comme Kandinsky, qui est russe, l'abstraction géométrique avec quelqu'un comme Mondrian, qui est néerlandais. Enfin, vous voyez comme les échanges se font et comme les gens vont un petit peu partout en Europe. Et puis ensuite arrive la guerre, et là ils vont migrer beaucoup vers les États-Unis pour évidemment échapper au fascisme. Et ce sont eux aussi qui vont beaucoup influencer la peinture américaine, qui est un petit peu plan-plan à cette époque-là. On est quand même dans du réalisme. On va voir, je pense, là, où on la voit déjà, la toile de Grant Wood que tout le monde connaît, American Gothic, puisqu'elle est dans pas mal de génériques et d'émissions. Et le modernisme, mais c'est pas le dynamisme qu'on peut avoir en Europe. Et du coup, les grands courants comme l'expressionnisme abstrait, comme le pop art, ce sont vraiment des courants qui ont pu exister parce qu'ils se sont inspirés des avant-gardes européennes. L'identité culturelle, elle se traduit par cette grande période de l'histoire de l'art. Hein. Et vous avez noté qu'il n'y avait pas de structure politique pour organiser tout ça. C'est ça qui est particulièrement intéressant. Juste de bons transports grâce à la révolution industrielle. Et de grands artistes. Et de grands artistes. On va continuer avec vous, Xavier. Vous et le film L'Auberge espagnole de Cédric Lapiche. Nous en avons un petit peu... Enfin, on a évoqué le programme. Erasmus dans la première partie de l'émission.
Alors, le film est venu de suite à l'esprit quand on parlait de culture européenne, parce que je trouve que ça montre assez bien. Alors, pour moi, le film est assez mauvais. Enfin, du coup, je l'aime pas trop. Je sais qu'il est culte pour beaucoup de gens, donc je présente mes excuses déjà à tous les spectateurs. La preuve par l'exemple. Peut-être Le m'insulter film est sur mauvais. beaucoup de choses. Je vous en parle. Non, pas mauvais. Il est gentillé, voilà. Et du coup, alors, on rappelle ces films de Sadiq Lapiche, avec Romain Duris, notamment Cécile de France, Julie Godrèche, Audrey Tautou. Et ce film était intéressant parce qu'on y voit un personnage qui s'appelle Xavier, donc au départ il ne peut être que bon, qui décide de partir en Espagne. Donc il a 25 ans, il est étudiant, et alors il va apprendre l'espagnol bien sûr parce que ça lui est nécessaire pour son emploi en France. Et puis il va s'installer dans un appartement où il va partager cet appartement avec plusieurs personnes jeunes qui viennent chacun d'une nationalité différente en Europe, d'où le nom auberge espagnole. Le film d'ailleurs a beaucoup fait pour remettre un peu au goût du jour cette expression, l'auberge espagnole. Et puis le film est intéressant parce que alors il met en exergue ce fameux programme Erasmus qui est extrêmement intéressant, qui porte le nom de celui qui peut peut-être illustrer la culture européenne, c'est Erasme quand même, hein, le grand humanisme néerlandais qui a beaucoup voyagé en Europe. Et ce programme et le film est intéressant pour ça, dans ce qu'il montre, c'est-à-dire que on imagine que ce programme est assez intéressant déjà pour découvrir l'autre, ça rejoint ce que disait Sébastien, mais en même temps pour essayer de faire naître un espèce de sentiment européen, une espèce de vie comme ça dans l'appartement, à plusieurs. Alors certes, c'est pour ça que le film n'est pas très bon, à mon avis, avec plein de clichés. Hein, l'anglais, le français, donc chacun a un petit caractère évidemment qu'on peut facilement deviner, donc ça c'est un peu facile. Mais le film en plus montre une espèce d'Europe optimiste. C'est pas un eurosceptique, hein, là, il n'y a pas d'euroscepticisme, donc c'est vraiment plutôt coloré, agréable, passant de côté les problèmes. Mais voilà, le film pose des questions quand même sur l'identité européenne. C'est pour ça qu'il est intéressant, modestement et parfois de manière un peu naïve à mon goût. Mais ça reste un film extrêmement intéressant pour ça. Xavier a utilisé une expression qui est juste, Céline, vous allez pouvoir l'évoquer, le sentiment d'appartenance. Oui, complètement. Alors, moi, je suis désolée, je suis pas d'accord, j'ai adoré. Mais je suis peut-être pas tout à fait objective, mais parce que c'est vrai qu'en fait, on se revoit. Enfin, moi, je me revoyais vraiment pendant mon année Erasmus, et notamment quand il arrive et qu'il parle du nom des rues. En fait, il dit voilà, ces rues-là, après on les aura vues, ça sera notre chez nous. Et c'est vrai que au départ, on est perdu, et puis à la fin, c'est chez nous, et on est triste de s'en aller, et on a vécu vraiment l'expérience européenne, vraiment. Et c'est vrai que c'est un peu cliché, mais en même temps c'est quand même ça, c'est l'optimisme et tout, c'est vraiment cette ambiance-là, Erasmus. Est-ce que ça vous a donné ce sentiment justement d'appartenance ? Oui, complètement. Ah, franchement, oui, parce qu'on rencontre l'Europe entière, vraiment, hein, et en plus, bon, on est seul, donc forcément, on est obligé de tisser des liens avec voilà, toutes les autres personnes qui sont seules. Donc oui, vraiment un sentiment européen. Deuxième film. Alors, très vite, c'est un film, vous allez dire, qui n'a rien à voir, a priori, avec la culture européenne, parce que ça s'appelle Joyeux Noël, mais donc un film sur la fraternisation des soldats anglais, français et allemands pendant le Noël 14, mais parce que c'est le modèle du film en tant que production européenne. Alors, il est extrêmement intéressant parce que c'est une production franco-germano-britannico-belgo-roumain. Il y a plusieurs pays associés. Il y a des acteurs issus de 4 pays, donc intéressant aussi. C'est tourné dans 3 langues. Donc là aussi importante, ça appartient à l'histoire de l'Europe puisque la guerre de 14, c'est d'abord une guerre européenne avant de devenir un peu plus tard une guerre mondiale. Et puis le financement européen, 5 pays avec l'aide du Conseil de l'Europe à la fois et de l'Union européenne, donc avec des structures aussi d'aide au cinéma. Donc là c'est vraiment, je trouve ça très très intéressant. Et puis à mon avis, ça peut être peut-être le rempart, hein, là on parlait de culture européenne, avec le cinéma et la littérature, à peut-être une espèce d'uniformisation américaine, même si la culture américaine on l'aime tous et on la prend telle qu'elle est. Il y a peut-être un petit côté à jouer là sur la culture européenne comme barrage. Barrage gentil, il ne s'agit pas de faire du protectionnisme bête, mais à la culture américaine. Et d'ailleurs, il y a des prix, prix européens du cinéma. Donc voilà, on essaye quand même, il y a une tentative d'organisation au niveau du cinéma en tout cas, qui peut être une réponse donnée face aux gros films américains qui inondent les marchés. Ça peut être intéressant. Il ne serait pas inintéressant d'ailleurs que cette idée d'exception culturelle très française soit étendue de façon manifeste à l'échelle de l'Union européenne, ne serait-ce que dans cette dimension que vous évoquez. Mais c'est très dur parce que si on parle de l'Union européenne, 28 États, voilà, les objectifs ne sont pas les mêmes au niveau de certains États. C'est relativement compliqué à mon sens, mais il y a quand même quelque chose. Il y a un frémissement pour moi de tentatives de cinéma européen par ce jeu des coproductions, et ça c'est plutôt bien. L'industrie cinématographique va sauver l'Europe ?
Ça pourrait, ça c'est le cinéma, c'est pour une fois que ça serait pas les fameux héros américains qui nous sauvent dans les films, là ça serait le cinéma tout entier. Pourquoi pas? Ça serait évidemment insuffisant, bien entendu, mais les héros américains empruntent souvent aux héros européens, soit dit en passant, même chez Marvel. Mais c'est en lien avec l'économie, pour le coup, parce que là on parle d'économie, etc. Et peut-être qu'il faudra abandonner ces principes, j'allais dire, pour moi stupides, de 3% de la dette, qui servent à rien. Et peut-être miser sur d'autres pistes, et politiques, et culturelles, et peut-être mettre un peu d'ordre dans certains pays aussi. Et ça, c'est... Voilà. Alors, on va terminer l'émission, mais ça, c'est le côté, c'est Xavier. C'est juste pour nous diriger vers un autre débat que nous aurons une prochaine fois, à quelques secondes de la fin de l'émission. Il a cet art-là, Xavier. Juste pour terminer, parce que nous l'évoquions en coulisses avec Sébastien Marijou également, il me semble, il y a des fêtes européennes. Il y a eu, il y a quelques jours, la fête du patrimoine. Les journées du patrimoine, qui sont devenues des journées européennes du patrimoine. Et il y a la fête de la musique qui certes est partie, je crois, en 82, je crois que c'est la date de France, et qui est désormais une fête européenne. Imaginée par Jack Lang. Et 9 mai, fête de l'Europe, il faut quand même le dire, parce que personne ne le sait. Le 9 mai. C'est bien le problème. Ce sont sur ces mots, le 9 mai, la fête de l'Europe, personne ne le sait. C'est bien le problème, selon Seren. Ce sont sur ces mots que nous terminons notre débat. Merci à vous quatre d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à demain, même lieu, même heure. Ça se passe pendant le 20h. Il reste 15 secondes. Merci beaucoup. C'est ce que je disais, tu vois, c'est vrai que tu vois.